Bonjour et bienvenue pour cette petite présentation sur les intolérances alimentaires et le microbiote, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un très grand questionnement par rapport à tous ces problèmes de digestion. Et parfois, à tort, on se lance de façon un petit peu incontrôlée vers un test d'intolérance alimentaire et à mon avis, ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Donc, si vous avez des problèmes digestifs du style reflux, les remontées acides, des ballonnements, des flatulences, des douleurs au ventre, une digestion qui est difficile, qui est lente, constipation, diarrhée ou l'alternance des deux, voilà, vous allez trouver ici quelques outils. Alors moi, évidemment, je ne vais pas vous donner la solution pour vous, hein. Justement, ce sont des investigations qui sont parfois longues et pour découvrir un petit peu ce qui coince chez vous. Alors évidemment, avant toute chose, quand il y a des soucis au niveau du ventre, il faut d'abord éliminer les causes purement médicales. Donc en général, enfin, souvent on est déjà passé par des examens comme la coloscopie ou l'endoscopie. Mais si au niveau médical, on vous dit: «Eh ben, non, il y a rien à signaler», voilà, donc là, vous êtes face à peut-être à quelque chose de fonctionnel, mais qui va être très difficile à mettre en évidence, surtout par les méthodes classiques, médicales. Et voilà, moi, c'est ici que j'interviens, hein, puisque en tant que diététicienne, nutritionniste, je suis amenée à devoir gérer pas mal de ce type de problèmes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on se met à chercher et à découvrir qu'il existe des solutions. Maintenant, je ne vous promets pas que vous allez trouver la solution pour vous, là, ici et maintenant, mais c'est pour vous dire qu'il y a des pistes à explorer et qu'il ne faut pas s'arrêter à ces examens médicaux qui vont mettre en évidence des pathologies. Voilà, donc il faut éliminer au départ. Donc, en ce qui concerne les intolérances alimentaires, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être intolérant à n'importe quel aliment. Ce sont les grands mystères du système immunitaire. Mais vous allez voir que beaucoup de ces intolérances alimentaires, en fait, c'est la conséquence d'un intestin qui ne fonctionne pas bien et que du coup, si on fait un test d'intolérance alimentaire en première intention, sans avoir travaillé sur l'intestin, on risque de travailler un petit peu à l'envers et sur du long terme, on n'aura pas forcément des bons résultats. Alors, en ce qui concerne les intolérances alimentaires, les suspects principaux, évidemment, aujourd'hui, c'est toujours ce fameux gluten ou les produits laitiers. Mais la première question à se poser, c'est la qualité. La qualité donc des aliments qui contiennent du gluten. Donc en l'occurrence, ici, j'ai pris le pain. Donc il y a différents tests à faire. Donc si vous prenez un pain industriel, style un pain de mie, donc il y aura déjà beaucoup d'adjuvants qui sera exclusivement façonné à partir de farine de blé moderne, donc avec un gluten moderne, donc notre système enzymatique n'est pas forcément capable de reconnaître correctement, ou bien si au contraire c'est d'un pain qui a été fait avec des farines de blé anciens et au levain. Donc le levain permettant déjà une transformation préalable du gluten et le rend moins indigeste. Voilà, donc c'est déjà la question à se poser. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, sinon la présentation sera trop longue et ce n'est pas mon objectif. Après les produits laitiers, c'est la même réflexion. Donc, est-ce que ça concerne des produits laitiers, donc du lait en Tetra Pak par exemple, ou bien un véritable lait cru de ferme, idéalement bio, mais c'est pas parce que c'est bio que ça ne sera pas allergénique, hein, donc ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment au niveau des transformations intrinsèques de l'aliment. Donc c'est valable pour le pain et c'est valable pour les produits laitiers. Donc déjà se poser la question, est-ce qu'on a testé avec des produits laitiers sains ou avec des produits céréaliers sains? Alors, donc dans ces réactions alimentaires anormales, on va surtout parler des réactions qui sont de type allergique. Donc le mot allergie signifie qu'il y a une intervention du système immunitaire.
Mais il y a aussi d'autres types de réactions qui sont non allergiques et c'est pour ça qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'éclaircissements à apporter à ce niveau, hein, puisqu'on confond les intolérances alimentaires au lactose et à la caséine, par exemple, c'est pas du tout la même réaction. Alors, on va donc parler de ces réactions alimentaires anormales qui font intervenir le système immunitaire. Donc, ce sont des allergies, même si le mot allergie aujourd'hui est réservé à l'allergologie classique. Donc, on va vous faire un test d'allergie. C'est le médecin qui va s'occuper de ça ou l'allergologue. Et on va déjà détecter les IgE. Et s'il y a des IgE, essayez de voir si c'est par rapport à des aliments. Après, on peut faire des allergies à plein d'autres choses, mais ici, on parle d'aliments. Et donc, le médecin va peut-être proposer une recherche d'IgE spécifique contre des aliments. Donc ça, c'est médical. Mais après, si ces tests sont négatifs, on peut s'interroger sur la présence éventuelle d'un autre type d'anticorps qui sont les IgG et qu'on a catalogué dans le mot intolérance, mais c'est un petit peu un abus de langage puisque les véritables intolérances, ce sont plutôt des réactions de type enzymatique, pharmacologique ou bien liées à des additifs alimentaires. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. Alors, quand on fait un test d'intolérance alimentaire, c'est vraiment un test d'IgG, donc ce sont des réactions de type allergique, où il y a vraiment une réaction du système immunitaire, mais ces tests d'intolérance alimentaire ne vont jamais ne vont jamais montrer une intolérance au lactose ou à l'histamine ou au salicylate ou au glutamate. Jamais, hein. Les tests d'intolérance alimentaire classiques qu'on peut faire dans différents laboratoires en France ou ailleurs, parce que je ne sais pas qui va m'écouter. Donc vraiment préciser que les tests d'intolérance alimentaire, ce sont des réactions retardées de type 3 avec des anticorps qu'on appelle des IgG, donc IgG pour immunoglobuline de type G. Alors, voilà, donc on ne peut les faire qu'avec des prises de sang, donc on ne peut pas faire des tests cutanés comme pour les allergies immédiates. Donc ce sont des réactions qui sont parfois asymptomatiques, ou alors ça va être des signes diffus un petit peu dans tout l'organisme, dans différentes sphères. Ou alors, ça peut générer des troubles chroniques et comme elles ne sont pas immédiates comme les vraies allergies à IgE, eh bien, parfois c'est très difficile de les mettre en évidence comme ça. Donc, on va avoir accès à un test. Bon, ici, j'ai pris, c'est le laboratoire Biopredix, parce que voilà, c'est un laboratoire que je connais un petit peu, qui se fait vraiment un laboratoire d'analyse médicale, donc sans passer par des voies alternatives, que je ne critique absolument pas, hein, mais c'est voilà, pour vous montrer ce qui peut exister en termes de tests. Donc, vous voyez ici, c'est une personne qui a différentes intolérances, donc des réactions retardées à IgG, donc au lait, elle a à l'agar-agar, elle a au blanc d'œuf, voilà, elle a au lait aussi. Alors je ne lis pas bien parce que c'est écrit vraiment en tout petit. Il y a la gliadine, donc vous voyez là c'est quelqu'un typiquement au niveau des produits laitiers et au niveau du gluten, ben, c'est sûr qu'elle devra les éviter. Mais après vous avez d'autres aliments un petit peu limites le maïs, les amandes, voilà donc c'est probablement quelqu'un qui devra faire un travail en amont sur l'intestin parce que sinon on va tourner en rond et éliminer, surtout quand on fait un test d'intolérance alimentaire comme ça, c'est un outil à l'instant T. C'est pas pour ça que 5 ans après, on devra toujours observer les mêmes évictions parce que sinon on risque d'avoir des carences nutritionnelles, surtout quand il y en a beaucoup comme ici, mais on peut en trouver encore plus que ça évidemment. Ici c'est un test qui a été fait sur 221 aliments, donc vous voyez qu'elle doit en éliminer certains. Donc ça, c'est le test qu'on appelle aujourd'hui du coup de tolérance alimentaire pour ne pas qu'il y ait ces confusions avec les intolérances au lactose, etc. On va parler de profil de tolérance alimentaire.
Alors, par contre, au niveau de l'intestin, il revêt plusieurs facettes, hein. Donc, il y a la facette digestion, il y a la facette muqueuse, il y a la facette système immunitaire, il y a la facette microbiote qui est associée à l'intestin. Le microbiote, c'est pratiquement un organe à part entière, hein. Ça fait à peu près 2 kilos de bactéries que vous avez dans l'intestin. Et puis, c'est aussi un organe endocrinien, donc via des cellules hormonales qui sont disséminées un petit peu partout dans le tube digestif. Ça va avoir toutes ces hormones qui sont nécessaires pour contrôler le tout. Alors, vous voyez, quand il y a des problèmes intestinaux, il faut les envisager pardon, sur ces différentes facettes. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, moi, je travaille avec un test du microbiote qui est proposé par la même plateforme Biopredix. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est la plateforme Biopredix, et vous demandez le bilan total du microbiote intestinal. Donc, vous pouvez télécharger la plaquette, hein, vous voyez l'image de la plaquette, donc qui vous donne des explications sur les différents marqueurs qui vont être explorés lors de ce test. Et donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est les différents paramètres qu'on peut extraire de ce test pour savoir un petit peu comment il va falloir travailler. Et donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de recette unique, qu'il faudra travailler au cas par cas, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vont avoir le même type de test. Alors ici, donc j'ai repris, donc le test total se présente sous forme de 2 pages, donc il a 2 pages, donc ça c'est les 2 pages d'une même personne. Après je vous montrerai des morceaux pour pouvoir discuter des différents paramètres. Donc vous voyez que là où il y a des petits triangles rouges, eh bien c'est que ça ne va pas, hein. Alors ils peuvent être rouges ou jaunes, donc jaune c'est quand il y a une tendance au déséquilibre, et rouge c'est quand le déséquilibre est franchement présent. Donc, c'est une personne qui, déjà, elle a une dysbiose, hein, ce qu'on appelle la dysbiose, on en reparlera. Donc, vous voyez qu'elle a une bactérie pathogène et qu'en plus, elle a un candida, qui n'est pas le candida albicans, mais le candida glabrata. C'est une personne qui a sa flore résidente, hein, je vais réexpliquer après, qui est un petit peu faible, voilà, parce que vous avez deux paramètres de la flore résidente qui sont en rouge, mais vers le bas, parce qu'on peut avoir du rouge vers le haut, donc en excès. Donc de toute façon, tout est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas quelque chose qui est foncièrement mauvais ou foncièrement bon, c'est toujours en équilibre. Donc c'est quelqu'un qui a un problème de digestion des hydrates de carbone, donc ça veut dire la digestion des amidons. Son pH, il est bon. Les facteurs de virulence, ils sont OK. Je vous expliquerai par la suite. Donc, c'est quelqu'un qui a une petite inflammation intestinale, hein. Vous voyez le marqueur de l'inflammation, c'est l'alpha-1 antitrypsine. Et par contre, elle a son système immunitaire intestinal, hein, donc les IgA sécrétoires sont très très basses, donc ça veut dire qu'elle a une moins bonne réactivité quand il y a des choses anormales qui vont se retrouver dans son intestin, donc son système immunitaire ne pourra pas réagir correctement. Alors maintenant, je vais prendre par morceaux pour mieux vous expliquer. Donc on commence par la dysbiose. Donc la dysbiose, ça veut dire tout simplement un déséquilibre au niveau de la flore. Donc on sait qu'un intestin qui fonctionne bien, eh bien c'est un préliminaire à la bonne santé, alors qu'un intestin qui ne fonctionne pas bien, eh bien c'est le début des problèmes. Donc, on a la flore résidente et la flore transitoire. Donc, la flore résidente, mais c'est la flore, notre bonne flore qui s'installe dès notre naissance. Et là aussi, hein, c'est en fonction de votre parcours, le mode de naissance que vous avez eu, le mode d'allaitement. Donc, ces bactéries vont s'installer et vont commencer à travailler pour nous. Donc, on met dans la flore résidente, elle va se développer dans un milieu plus acide. Donc, c'est vraiment la première ligne de défense. Et c'est surtout une flore de fermentation. Tandis que la flore transitoire, elle est potentiellement pathogène. Elle va se développer plutôt en milieu alcalin et ça sera plutôt une flore de putréfaction. Alors normalement, on a les deux, hein. La flore transitoire, comme son nom l'indique, normalement, ce sont des bactéries qui ne doivent faire que passer par le tube digestif, ne pas s'installer. Alors souvent, si elles s'installent, c'est qu'il y a de la place. Et donc,
la place qui n'est pas occupée par des bonnes bactéries. Donc là aussi, on n'a pas toutes les explications, on ne peut pas tout expliquer, on peut juste constater les différents déséquilibres. Donc il y a plein de familles de bactéries différentes, il y a les lactobacilles, il y a les entérobactéries, il y a les bifidobactéries, et puis vous avez les bactéries un peu plus pathogènes. Donc je ne vais pas détailler non plus, parce que moi je ne suis pas une spécialiste en bactériologie, moi je peux juste constater. Hein, donc, le microbiote. Donc, le microbiote, ça concerne vraiment les bactéries qui se sont installées dans notre tube digestif, donc qui ont différentes fonctions métaboliques. Hein, c'est en fonction du type de bactéries que vous avez dans l'intestin, eh bien, ça va orienter vos métabolismes en faveur, par exemple, de la prise de poids ou au contraire en faveur d'une belle silhouette. Tout ça va régler les métabolismes, je ne peux pas tout vous expliquer ici. Donc le microbiote a aussi une fonction barrière en quelque sorte, parce qu'il protège la muqueuse. Quand les bactéries sont là, elles protègent la muqueuse, elles nous protègent des agents pathogènes. Donc elles peuvent synthétiser aussi des différentes substances qu'on appelle des défensines antimicrobiennes. Donc, voilà, ça nous défend contre d'autres microbes. Et puis ça va participer aussi à notre fonction immunitaire intestinale. Donc quand tout ça est bien équilibré, eh ben, on a beaucoup moins de risques de développer des problèmes de santé. Donc la flore transitoire, elle est potentiellement pathogène. Donc vous voyez ici, c'est quelqu'un où on a détecté une bactérie du groupe des entérobactéries du groupe 2. Donc on cherche un petit peu quelle est la bactérie de ce groupe qui est présente, et dans ce cas-ci, c'est l'entérobactère cloacae. Donc c'est tous des noms un petit peu rébarbatif. Donc voilà, c'est positif, on en a découvert dans les selles. Et moi, personnellement, ce que je fais, j'envoie chez une personne qui est pharmacienne et qui est aromathérapeute, et qui a donc des outils avec des huiles essentielles pour nettoyer tout ça. Donc voilà, donc quand j'ai un cas de figure de ce type-là, quand c'est positif au niveau de la flore transitoire, j'envoie chez quelqu'un de plus compétent que moi. Hein, on a chacun son domaine de compétence. Donc c'est un autre exemple. Ici, on va être face à une Klebsiella pneumoniae. Voilà, aussi une bactérie du groupe des entérobactéries du groupe 2. Un autre exemple, ici c'est quelqu'un qui va avoir un pseudomonas, donc qui est aussi une bactérie de la flore transitoire, ainsi que deux candidats, Candida albicans, Candida glabrata. Donc là, j'envoie chez la pharmacienne aromathérapeute pour qu'elle fasse son travail de nettoyage. La flore résidente, et donc c'est notre bonne flore. Donc vous avez les différentes familles, les bactéroïdes, les bifidobactéries, les entérocoques, notre propre souche d'Escherichia coli, hein, on a souvent peur de l'Escherichia coli, mais là c'est notre source physiologique des colis, et qui a beaucoup de rôles. De toute façon, si la nature nous a dotés de ça, c'est qu'il y a un rôle important. Et donc, vous pouvez avoir les deux cas de figure. Donc, soit vous avez une flore résidente qui a tendance à être un petit peu faible, et dans ce cas-là, on va donner des probiotiques, mais pas au début, ça va être plutôt à la fin du protocole. Mais par contre, quand vous avez un cas de figure où vous avez déjà trop d'entérocoques, trop de lactobacilles, si c'est une personne qui a des problèmes d'intestin, de ventre, et qui va se dire, bon, moi, je vais prendre des probiotiques, ça ne marchera pas. Et elle risque même d'amplifier ses problèmes. Parce qu'on en a déjà trop, donc on ne va pas en redonner avec des probiotiques. Donc il faut d'abord faire un nettoyage, rééquilibrer tout ça. Et après, on voit à la fin du protocole. Alors, la digestion, ça c'est quelque chose, un chapitre important. Donc, vous avez différents cas de figure. Donc, soit on digère tout très bien, hein, enfin, tout est en vert, donc il n'y a pas de souci, ça existe. Hein, il y en a même, on va dire, c'est 50% des cas où il y a des problèmes de digestion et 50% des cas où il n'y en a pas. Donc, vous avez différents cas de figure. Donc, soit il y a une maldigestion des protéines. Donc là, il faut comprendre pourquoi. Ça peut venir d'un manque d'acide au niveau de l'estomac, par exemple. Je ne vais pas tout détailler non plus. Ou bien vous pouvez avoir, il y a carrément 2 voire 3 nutriments qui ne sont pas bien digérés. Alors quand il y en a 2 ou 3, on peut penser à une difficulté au niveau du pancréas, parce que le pancréas il produit des enzymes pour digérer et les hydrates de carbone et les protéines et les graisses.
Et donc, surtout, il faudra accompagner avec des préparations spécifiques, avec des enzymes. Donc, très souvent, ce sont des personnes aussi qui ont un problème de pH, parce que quand le pH n'est pas bon, les enzymes digestives ne travaillent pas à plein régime, hein. Les enzymes, ça travaille à un pH donné. Donc, il faudra les accompagner, leur donner des conseils de base. Après, ça dépend de l'alimentation au départ, mais évidemment, il faudra simplifier l'alimentation, il faudra leur dire de bien mastiquer et de ne pas consommer des aliments indigestes, trop cuits, avec des graisses cuites, etc. Donc, il y a des conseils de base qu'on va donner en alimentation, mais souvent, ça ne suffira pas. Donc, on va accompagner avec des préparations qui contiennent des enzymes. Donc, je vous ai dit, le pH, c'est un facteur d'une bonne digestion. Donc ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un pH beaucoup trop haut, hein, parce que le pH idéal, il se situe entre 6,2, 6,3, on va dire, voilà, on pointe vers ces valeurs. Donc, quand c'est trop bas, c'est trop acide. Là, il faudra vérifier si éventuellement il n'y a pas un Helicobacter pylori. Donc, on conseille à la personne d'aller voir son médecin et de faire le test, hein, pour l'Helicobacter pylori. Et si c'est négatif, bon, après, on peut travailler sur le pH. Bon, ici, voilà, c'est un pH qui est trop haut, donc il faudra réduire le pH. Donc, il y a aussi des préparations spécifiques qui vont moduler le pH, des régulateurs de pH, hein, ou alors on va conseiller de prendre du vinaigre avant le repas pour acidifier un petit peu plus le milieu et pour améliorer du coup la digestion. Il y a vraiment des personnes qui sont améliorées rien qu'avec ça, rien qu'en prenant un peu de vinaigre avant le repas. Alors, tout ce qui touche la porosité et l'inflammation intestinale, donc peut-être avez-vous déjà entendu le mot leaky gut, le leaky gut syndrome, donc c'est le syndrome de l'intestin qui fuit, hein, quand on traduit littéralement. Donc vous voyez que sur la partie gauche de l'image, c'est une muqueuse intestinale qui est en bonne santé. Vous voyez les cellules, elles sont bien serrées les unes contre les autres, hein. Il y a des systèmes de fermeture qu'on appelle des tight junction, pardon. Donc il est un petit peu comme des fermetures éclairs, enfin c'est vraiment un système de fermeture entre les différentes cellules de l'intestin. Et par contre, la partie de droite, eh bien, vous voyez qu'il y a de l'inflammation, qu'il y a des espaces entre les cellules, et donc la muqueuse intestinale ne joue plus correctement son rôle de barrière. Et si il y a différentes choses qui transitent par le tube digestif, normalement, quand la muqueuse elle est bien serrée, eh bien, ces éléments vont rester dans le tractus digestif et dans le meilleur des cas vont être éliminés par les selles. Mais s'il y a des inflammations, ben, vous voyez qu'on va retrouver certaines particules qui vont passer et qui vont se retrouver dans la circulation sanguine. Donc ce sont des éléments étrangers qui arrivent dans le sang. Et là, vous allez avoir le système immunitaire qui va dire ah, non, non, là, c'est pas normal. Donc moi, je dois tout faire pour éliminer ces intrus. Et donc là, vous allez avoir une inflammation. Donc une inflammation qui va pouvoir être systémique ou bien localisée. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Et parmi ces particules indésirables qui vont arriver dans la circulation sanguine, vous pouvez avoir différentes choses. Vous pouvez avoir des toxines, vous pouvez avoir des pathogènes, vous pouvez avoir des toxiques aussi, vous pouvez avoir des particules alimentaires qui ne sont pas bien digérées, parce qu'en amont, la digestion s'est pas faite correctement. Donc, vous voyez dans quel genre de situation on peut se trouver. Donc, vous comprenez bien qu'il faudra éliminer le plus possible d'éléments perturbateurs et en même temps travailler sur la muqueuse pour essayer de la rendre à nouveau imperméable, entre guillemets, mais pour que la muqueuse joue correctement son rôle de barrière et aussi du coup d'assimilation des nutriments, hein. Tout ça va ensemble. Alors, dans les différents marqueurs fécaux qu'on va trouver dans le test du microbiote, donc vous allez avoir la zonuline, qui est le marqueur de la porosité intestinale. Vous allez avoir l'alpha-antitrypsine, qui est le marqueur de l'inflammation intestinale. Le PX, qui est le marqueur de parasites ou bien d'intolérance alimentaire. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le test du microbiote avant un test d'intolérance alimentaire, parce que déjà, vous allez avoir une indication si oui ou non le côté intolérance alimentaire est important pour vous. Je vais vous montrer dans les résultats.
Vous avez les IgA sécrétoires qui sont le marqueur de l'immunité intestinale, et puis les bêta-défensine 2, c'est la deuxième ligne de défense, donc qui se met en place quand les premières lignes de défense se sont épuisées, mais malheureusement les bêta-défensine 2 ne font pas le tri entre les bactéries pathogènes et les bonnes bactéries, donc voilà, donc, mais il faut toujours de toute façon lire les résultats du test dans son ensemble et pas prendre secteur après secteur. Il faut vraiment lire ça dans la globalité. Donc voilà, différents marqueurs, résultats de marqueurs fécaux. Donc vous avez le premier qui montre une zolinine très élevée. Donc là, ça signifie qu'on est vraiment en présence d'une porosité intestinale et donc il faudra travailler là-dessus. Alors souvent, il y a une inflammation intestinale qui accompagne, hein. Peut-être qu'en amont de ce résultat, il y avait peut-être une alpha-antitrypsine qui était plus haute et puis que la porosité s'est installée après. En fait, on ne sait pas, hein, c'est l'histoire de chacun. Donc, c'est probablement quelqu'un aussi dans le premier bandeau qui a probablement des intolérances alimentaires et donc ça a pu agresser la muqueuse intestinale et puis la rendre poreuse. Et puis, plus elle est poreuse, plus les intolérances alimentaires vont peut-être être délicates et provoquer des symptômes. Dans le deuxième bandeau, là, vous avez un EPX qui est vraiment très élevé. Donc là, on est pratiquement sûr. Alors, il faut voir avec le restant du test, hein, mais parce que si vous avez un parasite, ça peut expliquer la présence du parasite. Mais si la partie parasitologie est négative, eh bien, il faut aller chercher du côté des intolérances alimentaires. Donc, si la personne a beaucoup de désagréments, dans ce cas-là, on va peut-être proposer qu'elle fasse un test de tolérance alimentaire, même sur un petit nombre d'aliments pour calmer l'inflammation le plus rapidement possible. Et dans le dernier bandeau, on voit aussi un EPX élevé, donc soit parasite, soit intolérance alimentaire. Et là, vous avez un système immunitaire intestinal qui est en excès, donc probablement qu'il y a quelque chose d'agressif dans l'intestin, que le système immunitaire réagit pour tenter de l'éliminer. Donc ça signe un système immunitaire qui est en excès, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui dérange au niveau de l'intestin. Donc ça peut être des intolérances alimentaires, encore une fois, mais ça peut être autre chose. Et après, il faut voir avec le restant du test. Il peut y avoir une bactérie pathogène aussi, et le système immunitaire qui essaye d'éliminer tout ça. Donc, encore un exemple pour les marqueurs fécaux. Donc là aussi, vous avez un EPX qui est très élevé. Vous avez les IgA sécrétoires qui commencent à monter de façon significative, donc probablement aussi soit intolérance alimentaire, soit même un parasite, hein. Après, il faut voir avec le restant du test, parce que je n'ai pas repris les parasites, mais je l'ai montré dans le test dans sa globalité. Il y avait toute une partie parasitologie qui était négative pour cette personne, mais tant qu'on n'a pas non plus éliminé les parasites, c'est vraiment des agents perturbateurs, hein, et qui peuvent perturber plein d'autres paramètres. Donc, c'est intéressant de faire le test avec les parasites parce que le test du microbiote est aussi proposé dans sa version sans parasites. C'est moins cher. Donc, du coup, voilà, en fonction aussi du budget de chacun. Voilà, donc c'est toujours délicat quand ce sont des tests qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, on va travailler en plusieurs étapes. Alors, ça, c'est ce que le laboratoire propose. Donc, il propose toujours un plan de traitement. Alors, dans la pratique, on travaille par deux étapes. Donc, en général, on va faire la 1 et la 2, ensuite la 3 et la 4, et puis la 5 et la 6, pour simplifier aussi au niveau de la prise en charge. Donc, vous voyez que là, ça se fait minimum sur 16 semaines, la régulation. Et c'est un minimum parce que parfois, il y a des personnes qui vont devoir continuer plus longtemps, surtout quand il y a des pathogènes qu'il faut éliminer. Quand on travaille en aromathérapie avec des huiles essentielles, on essaye quand même de ne pas être trop agressif et du coup, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais en fonction des résultats aussi, hein, quand il y a une très grosse inflammation intestinale, évidemment, il faudra aussi prolonger.
Mais c'est un aperçu voilà, de comment on peut travailler. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recette standardisée, c'est du cas par cas. Donc aussi, de toute façon, pour prendre en charge un test du microbiote, évidemment, euh, il y a des personnes, quand c'est un médecin qui va détailler les résultats, ben, ils vont parfois être amenés à prescrire des antibiotiques quand il y a vraiment des bactéries pathogènes. Donc là, c'est médical. Alors, c'est un test qui est fait en Belgique. En Belgique, c'est un test médical, ça veut dire qu'il doit être prescrit par un médecin. En France, non. Donc, une personne peut aller directement au laboratoire sans prescription, que ce soit d'un médecin ou d'un non-médecin. Elle peut y aller de son propre gré et demander à faire le test du microbiote. Si vous allez sur le site de Biopredix, vous verrez qu'il y a des laboratoires partenaires. Ce sont les laboratoires des plateformes Serballiance. Alors, moi, je n'ai aucun intérêt ni chez Biopredix ni chez Serballiance, je le précise. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc moi, j'ai proposé ces tests-là parce que je les connais, c'est ceux avec lesquels je travaille régulièrement. Il y en a d'autres, donc voilà, je ne suis pas payée ni par Serballiance ni par Biopredix, je le précise. Donc mais c'est des outils qui sont très intéressants. Donc moi, en tant que non-médecin, on va utiliser évidemment des substances naturelles, on va utiliser des plantes, on va utiliser, enfin c'est de mieux en mieux connu, les outils qu'on peut utiliser pour réparer la muqueuse, pour entretenir les cellules intestinales, etc. Voilà, on a de plus en plus d'outils et de plus en plus de laboratoires voilà, qui sont conscients de ces problématiques. J'ai fait cette vidéo surtout pour vous éviter les écueils, parce que jusqu'ici, et moi j'ai fonctionné comme ça pendant pas mal d'années parce qu'on n'avait pas ces outils-là, c'était plutôt le stéréotype. On fait un test d'intolérance alimentaire et on prend des probiotiques. En gros, c'était ça. Alors, ça marchait chez certaines personnes, et chez certaines personnes, ça ne marchait pas bien. Donc, il faut se rendre à l'évidence, c'est que on n'a pas tout appréhendé et qu'il y a forcément d'autres raisons pour pouvoir expliquer les différents troubles dont peuvent souffrir les personnes qui consultent pour ce type de problème. Donc, il y a des outils, c'est pas simple, hein, voilà, donc il faut parfois procéder aussi avec des essais-erreurs, comme on dit, et voir un petit peu ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais parfois, quand ça marche pas, ben, ça nous donne aussi c'est aussi un outil pour peut-être mieux en comprendre l'origine du problème. Et, euh, et voilà, donc mais au moins, les personnes qui ont des problèmes depuis très 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 longtemps, qui n'ont jamais eu de réponse au niveau médical parce que les examens médicaux sont bons, où il n'y a rien à signaler, du moins dans les capacités de détection de ces examens médicaux, elles ont parfois une réponse, et au moins le fait d'objectiver sur papier que c'est pas dans leur tête, parce que parfois on leur dit mais c'est parce que vous êtes stressé, etc. Et qu'il y a vraiment des marqueurs biologiques dont certains sont reconnus au niveau médical, hein. Là, le test, il regroupe tout, mais il y a des marqueurs qu'on peut faire en dehors de ce test du microbiote. Mais au moins, voilà, il y a une réponse et une justification de leur problématique. Donc voilà, si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si voilà, ça vous dit de faire le test, alors il n'y a pas de laboratoire Serballiance partout en France. Il faut regarder sur le site de Biopredix, vous avez tous les laboratoires partenaires. Donc là, quand il n'y a pas de laboratoire Serballiance, mais c'est plus compliqué, mais il existe d'autres tests, hein, dans d'autres laboratoires, et donc pour pouvoir un petit peu se débrouiller avec tout ça. Voilà, mais je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, et puis au plaisir d'une autre vidéo.